Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission en compagnie de Louise Bélanger et Samuel Labrec. Bonjour Samuel. Salut Louis, ça va bien? Ça va bien, toujours en version confinement pour notre émission. Hein? On commence à voir la lumière au bout du tunnel. On espère que bientôt on va pouvoir revoir des choses différentes, faire des choses différentes, mais peut-être en mode distanciation par contre. Hein? Oui, 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 puis peut-être avec des masques aussi. Là. À Ah, Québec, le monde peut-être. ne porte pas de masque, fait que je sais pas. Je pense qu'il va falloir commencer à s'habituer à vivre avec la présence du virus et être un petit peu plus prudent si on veut pas Mhm. que ça nous rattrape. Alors aujourd'hui, on a une émission un peu particulière parce qu'on a un invité de marque en deuxième partie à qui on a décidé de céder quand même beaucoup d'espace. Donc, on va avoir des actualités qui sont plus brèves. Oui. Et les actualités sont toujours teintées de la COVID-19. Dans un premier temps, tu voulais nous parler du Fonds d'urgence fédéral qui s'adresse aux personnes âgées. Donc, quels sont les nouveaux programmes qui sont sortis? Oui, bien effectivement, dans le fond, c'est bon de mettre en contexte, là, le 1er mai, la présidente de l'AREC, Lise Lapointe, avait émis une lettre ouverte euh, comme quoi la pandémie révélait la vulnérabilité financière des aînés. Ça faisait plusieurs personnes qui nous écrivaient, qui nous contactaient pour nous dire bon, ben, il y a eu de l'argent pour tout le monde, pour les jeunes, pour les étudiants, pour les travailleurs, mais qu'est-ce qui arrive avec les aînés? Bon, il faut comprendre que pour plusieurs personnes retraitées, la situation n'a pas nécessairement affecté leur rente. Ils continuent à avoir leur rente, ils n'ont pas une perte d'argent. Sauf qu'il y a des coûts supplémentaires qui sont associés à la crise actuelle, notamment la livraison de repas, livraison de Ouais. médicaments, etc., qui font que... Le coût du panier d'épicerie aussi, hein? Je Oui, pense qu'il y a des denrées qui ont augmenté, qui coûtent plus cher maintenant à cause de oui, certaines pénuries. Puis, effectivement. Oui, donc il y a plusieurs personnes aînées dont les revenus ne sont pas très élevés non plus. Une personne qui a la pension de vieillesse et le supplément de revenu garanti au maximum a 18 500 dans une année. Là. Donc, c'est en dessous du seuil de la pauvreté. Si on suffit même avec les données de l'IRIS qui sont sorties il y a quelques semaines seulement pour leur seuil de revenu viable qu'ils appellent, c'est-à-dire être capable de se nourrir, puis des fois se payer un petit supplément, un petit restaurant. Là. C'est à peu près 24 000 par année qu'il faudrait. Dans certaines régions, ça va jusqu'à 34 000. Donc, une personne aînée qui n'a pas beaucoup de rente de de retraite, qui vit 18 avec 000. la SRG puis la PSV, avec son 18 000, il était 10 000 d'écart. C'est un gros rattrapage à faire. Ça, c'était vrai avant la pandémie. La pandémie vient encore une fois exacerber la vulnérabilité financière de beaucoup de personnes aînées. Alors, la demande n'est pas nouvelle. Là. On demandait à ce qu'il y ait une augmentation de la pension de vieillesse et du supplément de revenu garanti parce que c'est une façon d'atteindre directement les personnes aînées en situation de faible revenu. Sauf que, bon, effectivement, on a gagné il n'y a pas si longtemps l'inscription automatique des personnes aînées parce qu'il y avait beaucoup de personnes aînées qui avaient droit à ça, mais qui n'y accédaient pas, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas inscrites, qui ne s'inscrivaient pas, parce que, bon, Okay. c'est des processus administratifs complexes, les gens n'étaient pas nécessairement sensibilisés non plus à ça. Donc là, il l'a. Mais il y a quand même beaucoup d'aînés qui devraient l'avoir, mais qui ne l'ont pas. Donc, il faut encore une fois sensibiliser les gens à s'inscrire, etc. Là, le gouvernement fédéral a décidé de faire un fonds d'urgence. L'aide fédérale d'urgence aux aînés, c'est l'équivalent, dans le fond, d'une augmentation de 300 $ pour la pension de vieillesse. Donc, ça, il y a droit dès qu'on a 65 ans et plus et qu'on a vécu plus de 10 ans au Canada après nos 18 ans. C'est la seule, les seuls critères pour accéder finalement à la PSV. PSV, qu'est-ce que ça veut dire comme acronyme? C'est la pension de sécurité de la vieillesse. OK. Ça fait que ça, c'est. Est-ce que ça a été bonifié? C'est ça qui a été bonifié? Ou... Ça a été bonifié, mais c'est une aide qui est ponctuelle. Donc, c'est tout simplement pour cette année, pour la crise. Donc, OK. les gens vont voir leur revenu augmenter de 300 $ cette année, mais ils ne leur verront probablement pas leurs 300 OK. pièces Donc, l'année ceux qui ont prochaine. déjà la PSV auront 300 de plus. Exactement. Et OK. ceux qui sont en situation de très faible revenu, qui touchent le supplément de revenu garanti, Ouais. eux, ils peuvent avoir jusqu'à 200 $ en plus du 300 $. Donc, on OK. peut avoir là, un maximum de 500 $ cette année, dans le fond,
d'aide d'urgence. Dépendant de notre condition de base, si on touchait ou non le supplément de revenu garanti. Exactement. Okay. Donc, la REC a réagi à ça. C'est sûr que toute aide en ce moment est salutaire, sauf qu'on se dit que ça devrait être le début d'une action pour sortir les aînés de la pauvreté. Ça ne doit pas juste être une action momentanée. Comme société, on n'a rien à gagner collectivement à appauvrir les personnes aînées qui continuent de contribuer dans la société. Puis on le sait en plus, quand les personnes, peu importe l'âge, se retrouvent en situation de vulnérabilité financière, ont des risques à la santé, des risques santé psychologiques et physiques. Ça aussi, ça a un coût social, un coût économique qu'on doit finalement supporter collectivement. Donc, il n'y a jamais d'avantage à appauvrir les aînés. Donc, la REC souhaite qu'il y ait une réflexion là, à plus long terme sur cette situation-là de pauvreté des aînés en dehors de la pandémie. La réflexion, elle a été faite. Ça prend des actions maintenant. Donc, c'est là où on en est. Pas juste la réflexion, mais l'action. Non, exactement. Puis d'un autre côté aussi, au niveau provincial, on rappelle tout le temps qu'il y a 300 000 personnes aînées qui sont des retraités de la fonction publique et parapublique, qui voient leur pouvoir d'achat s'amoindrir d'année en année avec la désindexation. Parce que les pensions ne sont pas indexées. Exactement. Donc là, quand on voit la hausse du panier d'épicerie, la hausse du panier d'épicerie, la courbe, elle ne suit pas du tout les rentes des personnes, dont nos membres, qui sont des retraités de la fonction publique. Donc ça aussi, il va falloir agir à un moment donné pour arrêter de garder la tête dans le sable. Il n'y a aucun gouvernement qui a voulu répondre à cet appel-là, finalement. On a cogné à plusieurs portes, on a sensibilisé les membres du gouvernement actuel et aussi les membres de l'opposition. Faut des actions. Si on pense que l'après-pandémie, c'est le temps de réagir justement pour amoindrir l'appauvrissement des personnes, c'est le temps d'agir là-dessus aussi. Okay. Prochain point, je pense que tu voulais nous parler du gouvernement provincial qui a décidé de contrôler un peu plus les gens qui profitaient de la pandémie. Là. Oui, bien, effectivement, très rapidement, là, on s'est rendu compte, là, avec des enquêtes journalistiques notamment, qu'il y avait des agences de placement privées qui gonflaient leurs prix depuis le début de la pandémie. Placement de personnel de soins? Placement de personnel de soins. On parle d'auxiliaires, de préposés aux bénéficiaires ou d'infirmières auxiliaires, par exemple. Donc là, le gouvernement a décidé d'agir parce que ça n'a pas de bon sens. Une agence ne peut plus facturer au total plus de 22,85 $ pour un auxiliaire, 35,45 $ de l'heure pour un préposé aux bénéficiaires, 47 $ pour une infirmière auxiliaire, 71 $ pour une infirmière. Donc, ils ont mis des plafonds. Oui, parce que là, ça l'augmentait vite. Là. Il y avait des personnes qui, avant la pandémie, facturaient 25 $ de l'heure plus taxes pour des services d'un préposé aux bénéficiaires, puis ont fait passer la note à 40 $ pendant la pandémie. Ça n'allait pas dans les poches du préposé. Non, c'est clairement pas. Fait que, il faut augmenter les salaires et les conditions de travail de ce personnel-là, mais il ne faut pas en faire bénéficier des agences privées non plus. C'est franchement inacceptable. Donc, bravo au gouvernement d'avoir serré la vis là-dessus. C'est important d'agir rapidement. Parfait. Alors, je vais te laisser introduire notre prochain invité. Oui, donc aujourd'hui, on a un seul invité et non le moindre. Donc, on reçoit Régent Hébert, qui est docteur Régent Hébert, médecin gériatre, ex-ministre de 2012 à 2014. Ministre de la Santé. Ministre de la Santé, effectivement, et ministre responsable des aînés. Il y avait les deux titres, c'est important de le rappeler. Donc, lui qui a été chercheur, qui a une formation en gérontologie aussi, en philosophie de l'épidémiologie aussi, il a une maîtrise à Cambridge. Donc, il est reconnu notamment pour avoir travaillé sur les systèmes d'évaluation d'outils d'évaluation multifonctionnels, là, le fameux ISO-SMAF, la SMAF, donc ce qui est utilisé dans le réseau de la santé finalement pour évaluer la perte d'autonomie d'une personne. Il a travaillé là-dessus, il l'a élaboré. Il était doyen de la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Bref, il doit avoir tout un regard par rapport à ce qui se passe en ce moment. Hein? Ben, on l'a vu sortir plusieurs fois dans les médias récemment parce que quand il était ministre, il proposait un projet qui était l'assurance autonomie. Qui était finalement un gros virage vers les soins à domicile.
Puis on en a parlé dans des émissions précédentes, qu'il y avait plusieurs experts, là, dont Dr Hébert, qui disaient que la réponse à la crise des CHSLD qu'on connaît depuis des années et qui est encore pire actuellement, doit passer par les soins à domicile pour, bon, finalement, désengorger, en quelque sorte, les CHSLD, offrir des services plus humains qui répondent mieux à la personne. C'est vrai pour les CHSLD, c'est vrai pour les résidences pour aînés aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui décident de s'acheter un peu de sécurité, finalement, en allant dans des résidences, parce qu'ils se disent, bon, je vieillis, je suis un petit peu moins autonome, donc je vais quitter ma maison, même si c'est déchirant, je vais quitter même ma communauté, mes liens dans la communauté pour aller vivre dans une résidence et avoir la certitude de sécurité. On l'a vu avec la crise actuelle, des fois, la sécurité et les services ne sont pas toujours au rendez-vous dans ces lieux d'hébergement-là. Donc, bref, il va nous parler un peu de l'assurance autonomie, mais l'assurance de soins de longue durée, le concept de l'assurance de soins de longue durée, parce qu'il n'a pas inventé ça, là. Ça avait été émis ça déjà en l'an 2000. À l'époque, on avait peur du bug. Donc, c'est Michel Clair avec la commission Clair qui déjà d'emblée disait qu'il fallait aller vers ça. Il y a plusieurs pays dans le monde qui l'ont fait. Il va nous en parler aussi. Donc, bref, très intéressant. Par contre, on s'excuse d'avance pour le son. On a eu un petit problème technique au niveau du micro de Dr Hébert avec son ordinateur. Donc, portez pas trop attention à la qualité du son, portez attention à la qualité des propos de notre invité. Il y a des petits moments, des fois, où c'est un peu agaçant à l'audition, mais ça vaut la peine vraiment d'écouter ça. Le message est tellement important. Alors, oui. On écoute ça. On met la partisanerie de côté aussi, c'est important, parce qu'on sait que Dr Hébert s'est impliqué en politique, s'est impliqué même dans 2 partis. Donc, c'était pas question aujourd'hui de parler. C'est présenté au fédéral aussi. C'est présenté au fédéral récemment, effectivement, dans le but, encore une fois, de faire l'assurance autonomie, mais au Canada. Donc, bref, on n'était pas là pour parler de politique, on était là pour parler d'expertise et de solutions concrètes pour aider dans le moment. Donc, alors, on retrouve tout ça après la pause? On retrouve ça après la pause et merci de votre écoute. À tout à l'heure. Alors, rebonjour à l'émission de l'heure juste. On a un invité bien spécial aujourd'hui, dans un contexte aussi bien spécial. Donc, c'est Dr Régent Hébert, un homme avec qui j'ai eu l'occasion de travailler d'ailleurs en politique. Là. Donc, on va enlever le billet tout de suite. Là. Et je tutoie Régent aussi, donc je m'en excuse si ça peut offusquer certaines personnes. Alors, bonjour Régent, ça va? Oui, bonjour, ça me va très bien. Écoute, on a travaillé ensemble dans le cadre d'un stage pour ta maîtrise et ensuite pour l'élaboration de ta maîtrise. Alors, c'est pas juste l'aspect politique, ça a été aussi l'aspect scientifique, je dirais académique, qui nous a fait que nos chemins se sont croisés. Oui, dans des chemins assez extraordinaires d'ailleurs. Là. Donc, on a travaillé notamment sur l'élaboration d'un livre blanc sur l'assurance autonomie. Puis justement, là, aujourd'hui, paraissait dans la presse là, un texte qui était très intéressant où tu mettais en contexte là, le principe d'une assurance de soins de longue durée, dans le fond. Je ne sais pas si tu veux nous en dire plus. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire cette lettre-là? Je pense que c'est les événements entourant la pandémie de COVID-19 qui touchent surtout les personnes âgées et surtout les personnes âgées qui vivent en milieu dit collectif. Alors, ça m'a particulièrement interpellé parce que les personnes âgées font la manchette, font la une pour de mauvaises raisons, parce qu'ils meurent, parce qu'ils sont confinés. Et je pense que trop longtemps au Québec, on s'est un peu caché la tête dans le sable pour refuser de voir le vieillissement, refuser de voir les vieux et refuser de voir que notre société vieillit à un rythme extrêmement accéléré. Et en fait, c'est un des rythmes les plus accélérés au monde, d'après le Japon, qu'on ira rejoindre dans moins de 10 ans, comme étant parmi les pays les plus âgés au monde. Et on l'a dépassé en ce sens-là, ce que mes parents appelaient autrefois les vieux pays, donc les pays européens qui ont eu un vieillissement beaucoup plus étalé dans le temps, qui ont fait ça sur presque 100 ans, en fait, alors que nous, on a eu un vieillissement très rapide, extrêmement rapide, étant donné le baby boomer qui, au Québec, plus qu'ailleurs, en Amérique du Nord, a été extrêmement important à cause de la religion et de la préservation de la langue qui a amené des grandes familles qu'on connaît bien. Alors, ce phénomène-là fait qu'on se retrouve donc avec une population qui vieillit très rapidement et une société qui,
en fait, refuse de voir ça, refuse de voir les changements qui sont nécessaires, tant au niveau de la présence des aînés dans la cité, dans la société, qu'au niveau de la réponse aux besoins des aînés, surtout en termes de services de santé et de services sociaux. Alors, c'est ce qui m'a motivé à écrire cette lettre-là et à avoir une présence dans les médias au cours des dernières semaines, parce qu'au-delà de chercher des coupables, parce que c'est pas ça qui m'intéresse, c'est chercher des coupables. On est tous coupables, en fait. Tous les gouvernements qui se sont succédés ont répondu à une population qui est aussi coupable que ses dirigeants. Et j'espère, si toute chose à toute chose malheur est bon, j'espère qu'au moins cette crise-là permettra des actions concrètes pour permettre à notre société d'aller plus loin dans la réponse aux besoins liés au vieillissement et aux besoins des personnes âgées dont on s'occupe actuellement, mais que, en tout cas, moi, je vais devenir tôt ou tard et assez tôt, d'ailleurs, bientôt. Donc, c'est ce qui m'a motivé à écrire cette lettre-là. En fait, je travaille dans ce domaine-là depuis 35 ans. J'ai eu le privilège de m'intéresser au vieillissement à une période où la gériatrie n'existait même pas comme spécialité médicale et on s'intéressait peu à ces questions. Au début des années 80, j'ai fait une année de formation en gériatrie, mais aussi en gérontologie sociale. Et c'est là que j'ai pris goût à cette discipline-là et j'en ai fait toute ma carrière. Et l'article que j'ai écrit est un peu une espèce de cri du cœur à dire à quoi bon on va faire tout ça pendant 35 ans si les vieux meurent dans les CHSLD, si les vieux sont confinés dans des résidences pour personnes âgées. Et si on ne donne pas aux personnes âgées l'accès à des services de qualité et des services en quantité suffisante. Alors, c'est cet engagement envers les vieux m'a amené à faire de la clinique, à faire de l'enseignement, tant en gériatrie qu'en gérontologie, à faire de la recherche, à trouver des nouveaux moyens d'évaluer les besoins des personnes âgées, trouver des moyens de gérer les services aux personnes âgées, de mieux nous intégrer, de mieux organiser les services, essayer de faire la promotion de la recherche sur le vieillissement en formant des jeunes chercheurs, en créant des structures, un centre de recherche en gérontologie à Sherbrooke, un réseau de recherche au Québec, l'Institut de recherche sur le vieillissement des instituts de recherche en santé du Canada. Alors, tout ça, pour en arriver à la crise actuelle, je pense qu'il faut redoubler d'ardeur pour essayer de continuer à influencer les décideurs. Je suis même allé en politique. En fait, le moteur de mon engagement politique, c'était de provoquer des changements. On y est presque arrivé en 2013-2014, lorsque je faisais partie du gouvernement Marois. C'était une priorité de notre gouvernement. On a vraiment mis les bouchées doubles et je pense que Sam, tu en sais quelque chose, des bouchées doubles pour être capable d'accoucher d'abord d'un livre blanc, de faire une consultation en commission parlementaire dans un contexte de gouvernement minoritaire, ce qui n'est pas une mince affaire, et de déposer un projet de loi, le projet de loi 67, le 13 décembre 2013, qui allait créer l'assurance autonomie. Et on avait prévu débuter le tout le 1er avril 2015, mais il est arrivé des élections anticipées. Si on avait eu 6 mois de plus, c'était gagné. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Et le gouvernement qui a suivi, et le ministre Barrette, entre autres, ont décrié ce projet-là. Et je voyais, il y a quelques mois, l'ex-ministre Barrette s'amender, puisqu'il suggérait, dans un texte du Journal de Montréal, d'utiliser le Fonds de génération pour financer l'assurance autonomie du Dr Hébert. Alors, après l'avoir décrié, ce projet-là, je pense qu'il se rend compte, quand on met la politique de côté, que c'était un projet de société qui était important et qu'il faudrait même utiliser des stratégies originales comme le Fonds de génération pour permettre qu'il soit mis en application. Je pense que d'être capable de mieux financer les services à domicile et surtout de financer ça en dehors des établissements, parce que lorsqu'on finance les soins à domicile à l'intérieur des établissements, qui comprennent aussi des hôpitaux, c'est clair que les fonds, ils vont pas aux soins à domicile, ils vont aux hôpitaux et au cours des 2 dernières années, j'ai mené un projet de recherche
où on a suivi les services que les personnes âgées de Sherbrooke, on a pris toutes les personnes de 65 ans et plus de Sherbrooke, on les a suivis de 2011 à 2015. Mon objectif, c'était de voir l'effet du 110 millions que le gouvernement Marois avait mis dans les soins à domicile en 2013, dans le budget 2013-2014. Et de dire, ben, vous voyez, quand on met de l'argent, on peut augmenter les services. Eh bien non. Ma grande surprise, c'était de voir que l'utilisation des services de soins à domicile chez les personnes âgées de 2011 à 2015 a diminué de façon drastique, dramatique, sans aucun effet de l'augmentation de 20 quand même du budget des soins à domicile. Pour les gens de Sherbrooke, c'était près de 4 millions de plus en soins à domicile que le budget de 2014 injectait dans les services de soins à domicile. Eh bien, rien, il n'y a aucun effet et même qu'il y a une diminution progressive. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que même si on met de l'argent, le gouvernement fédéral a mis 3 milliards il y a 2 ans dans les soins à domicile, dans les accords fédéral-provincial sur la santé. Même quand on met de l'argent ne se rend pas au service à domicile. Pourquoi? Parce que les établissements, ils sont pris avec des priorités qui sont souvent autour de l'hôpital, des chirurgies à faire davantage, l'engorgement des urgences et tous les problèmes qu'on peut observer avec les hôpitaux. Et les soins à domicile, ce n'est pas la priorité. Et pour toutes sortes de raisons, des bonnes et des mauvaises, parfois on dit on n'a pas été capable de recruter le personnel, parfois on dit on a essayé de faire des appels d'offres pour avoir des entreprises privées qui donnent les services, les entreprises privées ne sont pas capables de recruter le personnel, donc ils ne donnent pas les services. Alors pour toutes sortes de raisons, ça ne se rend pas au service à domicile dont les personnes âgées ont besoin et les services à domicile ont diminué de façon importante au cours des 10 dernières années. Mais Dr Hébert, pour les gens qui ne savent pas en quoi consiste votre assurance autonomie, pourriez-vous nous décrire un peu ce qui était votre projet à l'époque? Alors, essentiellement, au lieu de financer des établissements, l'assurance autonomie finance des individus. Et c'est ça le changement majeur. Avec la loi canadienne sur la santé, les provinces ont mis en place une assurance maladie qui finance des établissements. Alors, ça, c'était très bon pour les hôpitaux. Ça a permis d'avoir le système de santé qu'on connaît. Et je pense que c'est un système extrêmement intéressant. Mais avec le vieillissement de la population et l'importance des soins de longue durée et des incapacités chez les personnes âgées, ce mode de financement-là n'est pas adéquat. Au lieu de financer des établissements, on finance des individus. Alors, comment ça marche? On a un fonds séparé des hôpitaux. Et les personnes âgées ou handicapées, parce que les personnes handicapées étaient partie prenante de l'assurance autonomie, alors les personnes sont évaluées. Puis, bonne nouvelle, on a au Québec un outil d'évaluation qui est très performant et qui permet d'évaluer les besoins des gens en termes des incapacités, parce que c'est ça qui génère les besoins de service, les incapacités dans la vie quotidienne, de se laver, se nourrir, les incapacités à communiquer, les incapacités à se souvenir, donc les fonctions mentales, les incapacités à faire les tâches domestiques, les incapacités à se mobiliser. Alors, c'est les incapacités qui génèrent les besoins et qui nécessitent les ressources pour être capable d'aider les personnes âgées à surmonter ces incapacités-là. Donc, on a un outil au Québec, on l'a déjà, il est implanté depuis très longtemps, et cet outil-là a été à la source d'un outil de gestion, c'est-à-dire que sur tous les profils d'incapacité qu'on peut imaginer, on a démontré qu'il y avait 14 profils qu'on a appelés les profils ISO-SMAF, c'est-à-dire qui ont un score SMAF assez similaire, des besoins similaires, et ces profils-là... Juste pour préciser, le SMAF, c'est le système de mesure de l'autonomie fonctionnelle. C'est l'outil de l'autonomie fonctionnelle. OK. C'est ça. Le SMAF, c'est l'outil dont je vous parle et qui est utilisé partout dans le réseau, dans un outil qu'on appelle, qui est un plus global, qu'on appelle l'outil d'évaluation multiclientèle. Alors ça, c'est l'outil qui est évalué, qui est utilisé au Québec pour évaluer toutes les personnes âgées, handicapées qui ont besoin de services, que ce soit à domicile ou en institution d'hébergement. Alors, on a un outil d'évaluation qui nous génère un des 14 profils ISO-SMAF et chacun de ces profils-là est associé avec les ressources qui sont nécessaires en termes d'heures de soins personnels, d'heures de soins infirmiers, par exemple, d'heures de soutien pour les tâches domestiques. Alors, on est capable
de déterminer quelles sont les ressources qui sont nécessaires. Et quand vous multipliez ces ressources-là par le salaire moyen des individus qui les donnent, bien, vous avez un coût. Et donc, vous pouvez, à partir de l'évaluation qui est déjà faite et qui est faite par ce qu'on appelle dans le réseau de la santé, des gestionnaires de cas qui sont des infirmières, des travailleurs sociaux, qui font cette évaluation-là et qui vont voir avec la famille, avec la personne âgée, quels sont les services dont la personne aurait besoin, ce qu'on appelle un plan d'intervention. Alors, vous avez un outil, les gestionnaires de cas qui sont déjà en place. Vous savez, au Japon, quand ils ont mis en place leur assurance de soins de longue durée, ils ont été obligés de former 60 000 gestionnaires de cas. On les a déjà au Québec. Ils sont déjà là. Ils travaillent déjà et ils utilisent l'outil et on obtient des profils ISO-SMAF. Et donc, on peut déterminer à partir de chacun des profils, par exemple, un profil 8, un profil 8, on pourrait associer à ça une allocation de, je sais pas, 100 $ par jour pour donner des services. Alors, la personne a comme une enveloppe budgétaire et elle peut décider avec son gestionnaire de cas quels services seraient les plus importants pour elle. Est-ce que ce sont des services du CLSC? Est-ce que ce sont des services de l'entreprise d'économie sociale en aide à domicile? Est-ce que c'est la popote roulante de l'organisme communautaire? Est-ce que c'est la résidence privée pour aînés qui peut donner des services aussi? C'est la personne qui décide avec une enveloppe budgétaire et on s'assure que les services sont bien rendus, les gestionnaires de cas font ce suivi-là et que les prestataires de services, ceux qui les donnent, font l'objet d'un agrément, d'une accréditation pour s'assurer de la qualité des services. Donc, ça ne soit pas fait par n'importe qui. Puis pour les personnes handicapées, on allait plus loin. On disait, on peut même vous donner un chèque, le chèque emploi-service, puis gérez vous-même vos services, que plusieurs personnes handicapées font déjà d'ailleurs. Et donc, nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est que les services sont de qualité. Alors, il y avait une condition, c'était que les prestataires, ceux qui donnent les services, fassent l'objet d'une accréditation. Dans certains pays, l'Allemagne, par exemple, ce n'est pas des enveloppes budgétaires qu'on donne aux gens, c'est d'un chèque. Mais il y a toutes sortes d'effets pervers à ça. Ça oblige les gens à gérer leur personnel, ce qui n'est pas toujours facile chez les personnes âgées. Et ça peut avoir des effets pervers de générer de l'exploitation financière chez les personnes âgées ou encore d'entretenir une espèce de marché gris de l'aide à domicile avec des travailleurs illégaux. Alors, il y a des effets pervers qu'on voulait éviter, mais le gros, pour les personnes âgées, c'était vraiment une enveloppe budgétaire dont les dépenses étaient décidées par le gestionnaire de cas et la personne âgée ou sa famille lorsque la personne âgée n'était pas apte à prendre des décisions toute seule. Alors, c'est ça, l'assurance autonomie. Alors, pour être capable d'avoir un fonds, ben, il faut y mettre de l'argent, il faut que ce soit un budget protégé, une caisse dans certains pays. Ici, au Québec, on avait décidé d'en faire un programme budgétaire et de faire en sorte qu'il n'y ait pas, que les établissements ne puissent pas piger dans cette enveloppe-là pour d'autres besoins. Alors, on isolait ce fonds-là, ce programme budgétaire du budget de l'établissement pour être bien sûr que ça ne serve pas à d'autres priorités de l'établissement. Et on a déjà la Régie de l'assurance maladie du Québec qui est déjà impliquée dans le programme d'exonération financière pour l'aide à domicile, donc a déjà une expertise de gestion d'un financement comme celui-là. Donc, on n'avait pas besoin de créer une nouvelle structure et on avait donc tous les outils informatiques pour être en mesure de bien assurer la gestion efficace d'un programme comme celui-là. Donc, le Québec, par rapport à les autres pays européens ou asiatiques qui ont mis en place ce type d'assurance, avait des atouts déjà, parce qu'on a déjà un outil, on a déjà un système de gestion, on a déjà des gestionnaires de cas, on a déjà un organisme, la Régie d'assurance maladie, qui est en place et qui peut faire le travail. Donc, il nous suffisait de créer et d'implanter et de financer surtout cette assurance autonomie. C'est un projet qui est mort au feuilleton lors du déclenchement anticipé des élections en 2014. Le projet est mort, mais l'idée n'est pas morte parce que je pense qu'avec le vieillissement de la population qu'on connaît, il faudra y revenir parce que c'est illusoire de penser qu'en améliorant les services en CHSLD, qu'en augmentant le financement des soins à domicile, on puisse vraiment améliorer les services aux personnes âgées à domicile et éviter justement d'utiliser
les résidences pour aînés, d'utiliser les ressources intermédiaires ou même d'utiliser les CHSLD lorsqu'une solution à domicile est possible si le financement est là et si les ressources pour donner les services sont disponibles. Moi, je me questionne sur, au Québec, là, on commence à réaliser, les gens commencent à réaliser que la proportion d'hébergement versus les soins à domicile est vraiment différente au Québec du reste du Canada, puis même du reste de tous les pays que tu as nommés tantôt. On a une espèce de culture actuellement au Québec, comme quoi le CHSLD, c'est la solution, là. On s'imagine que quand on parle d'autonomie, là, il y a que ça, on ne peut pas avoir des soins à domicile, c'est pas possible de rester chez soi finalement avec une perte d'autonomie. Qu'est-ce qui explique ça là, au Québec? Pourquoi c'est ça? Bien, en fait, quand on regarde les chiffres du Québec par rapport aux autres provinces et par rapport aux autres pays, le nombre de lits en CHSLD n'est pas très différent. On a à peu près autour de 3 en CHSLD, plus si on rajoute là, les résidences intermédiaires, les ressources intermédiaires, on tourne autour de 4 à 5 ce qui n'est pas très différent des autres provinces. Là où le Québec se démarque, c'est au niveau des résidences pour personnes âgées, autonomes et semi-autonomes. Là, on est champion. On est champion au niveau canadien. On a au-dessus de 7 de nos personnes âgées qui vivent dans ces résidences, alors qu'au Canada, c'est autour de 4,5. Et on est champion pour les pays industrialisés. Et donc, cette formule, et on s'en rend bien compte au cours des 25 dernières années, il y a eu un marché extraordinaire qui s'est développé pour les résidences personnes âgées, qu'on pense aux résidences Soleil, au groupe Maurice, au réseau Sélection, au Chartwell. Alors, il y a eu tout un développement fort lucratif d'ailleurs de ces résidences. Pourquoi? Parce que, à mon avis, les personnes âgées vivent de l'insécurité par rapport à des services éventuels en cas de perte d'autonomie. Et ces résidences ont vendu de la sécurité, ont vendu de l'accès à des soins et services, et ils avaient beaucoup de peine à remplir leurs promesses avant la COVID, mais là, la COVID nous a bien fait réaliser que c'était souvent du mirage, parce que la sécurité, on voit que dans ces milieux-là, avec le confinement obligatoire qui a eu lieu, c'est pas vraiment au rendez-vous, ni l'accès aux soins et aux services. Alors, vous voyez que cette formule-là qui a plu à la génération silencieuse, là, qui est la génération des personnes âgées actuelles, et qui a plu aussi aux baby boomers, leurs enfants, parce que pour les enfants de ces personnes, ben, c'était une solution pratique, commode, pour régler le problème de papa, maman ou de grand-papa, grand-maman. On avait donc un lieu sécuritaire où on pouvait dormir sur nos deux oreilles, et je pense que ça a été une solution commode qui a répondu à cette espèce d'insécurité qu'on retrouve chez les personnes âgées. Et ça, pour moi, la cause de ça, c'est l'absence de soins à domicile et le fait que les personnes âgées ne sont pas assurées, peu s'en faut, d'obtenir les services dont ils ont besoin si ils ont une perte d'autonomie à la maison. Et ça, pour moi, c'est le symptôme d'une société qui a un problème majeur. D'abord, qui ne donne pas les services qui sont requis. Et deuxièmement, une société qui échoue à intégrer les personnes âgées dans la cité. Et je pense qu'on a essayé de mettre en place dans toutes les municipalités du Québec le programme Municipalité Amis des aînés, justement pour provoquer une réflexion et des actions autour de l'intégration des personnes âgées dans la cité. Et je pense que le fait que les résidences privées se sont développées de cette façon-là nous place devant un constat d'échec. On n'a pas réussi à intégrer les personnes âgées parce que lorsqu'elles rentrent dans une résidence personnes âgées, c'est en fait un milieu fermé, isolé du reste de la société, où on leur promet du confort. C'est un peu une vie à l'hôtel à l'année. Et ce vieillissement-là se fait en marge de la société, en marge des autres générations, en marge des problèmes de la société auxquels les personnes âgées peuvent apporter une contribution, peuvent apporter des solutions intéressantes. Alors, je pense que le modèle de milieu collectif qui a été développé est un symptôme que j'en veux pas aux gens qui sont des propriétaires ou des gestionnaires de ces maisons-là. Ils ont répondu à un besoin. J'en veux pas aux personnes âgées qui sont allées là. Ça répondait à un besoin. Mais
comme société, il faut s'interroger à savoir est-ce que c'est viable comme modèle? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Mettre les personnes âgées à l'écart et se donner un semblant de sécurité pour les personnes âgées? Moi, je pense que c'est pas ça la solution. Et c'est sûr que ça représente aussi une privatisation, si on veut, des services aux personnes âgées. Au lieu de développer des soins à domicile, le privé a développé quelque chose de son côté. Les personnes qui ont de l'argent sont capables de s'y payer. Les personnes qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de service, et ils ne sont pas capables de se payer ça. Et il y a certaines coopératives qui ont essayé de survivre, mais c'est très difficile de survivre parce que les personnes âgées n'ont pas le financement. S'il y avait le financement, ils iraient dans un autre modèle que sont les résidences personnes âgées. Et ceux qui se retrouvent dans les coopératives, c'est ceux qui n'ont pas de financement. Et là, ces coopératives-là sont à bout de souffle, ils sont incapables de joindre les deux bouts. Alors, on est dans un problème qui a été généré par notre incapacité à répondre aux besoins des personnes âgées, à leur assurer les services, à leur assurer la sécurité dont ils ont besoin. Et ça déclenche toutes sortes d'effets pervers. Hein. Les personnes âgées vont quitter les milieux ruraux, les régions, pour s'en aller dans les villes-centres, parce que c'est là que sont ces résidences, c'est là que sont leurs enfants, et donc ils se rapprochent de leurs enfants. Et donc, on est en train de vider les régions, les localités rurales de leurs personnes âgées. Et je pense que ça aussi, c'est un enjeu. Ça veut dire que l'économie régionale ne bénéficie plus des personnes âgées. Et avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire que les jeunes qui donnent des services aux personnes âgées, ils vont migrer aussi en ville. Et donc, c'est un phénomène social là, auquel on est en train d'assister. Et je pense qu'il est encore temps, je l'espère du moins, pour renverser la vapeur et être capable de pouvoir faire les changements qui s'imposent, de mon point de vue, pour retrouver une société multigénérationnelle et une société où les personnes âgées ont leur place et peuvent recevoir les services dont ils ont besoin. Et c'est illusoire de penser que le privé va pouvoir répondre à ça. Le privé n'est pas intéressé si l'argent n'est pas au rendez-vous. Et toutes les études qui ont été faites à travers le monde montrent que les assureurs privés ne sont pas intéressés à vendre de l'assurance contre la perte d'autonomie. C'est pas rentable. Il faudrait que les gens cotisent depuis qu'ils ont 40 ans, puis les gens ne sont pas conscients que ça va leur arriver un jour. Et il faudrait que ces cotisations-là soient extrêmement importantes. Et aussi, la moitié des gens vont perdre de l'autonomie avant leur décès. Donc, c'est un phénomène qui est très fréquent. Alors, pour toutes ces raisons-là, il n'y a pas de marché pour l'assurance privée dans ce secteur-là, si bien que tous les pays industrialisés qui ont fait face à du vieillissement ont mis en place des assurances publiques pour répondre à ce besoin-là. En commission parlementaire, lorsque on avait le livre blanc, le Bureau des assureurs du Canada a présenté un mémoire dans lequel il disait, nous, ça ne nous intéresse pas, l'assurance autonomie. Par contre, s'il y avait une assurance autonomie publique, nous, on serait intéressés à développer des produits complémentaires. Parce que ça, c'est possible pour les gens qui le souhaitent, d'avoir un complément de ce que l'État peut offrir. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas d'intérêt du privé pour ce genre de couverture, mais il y a un intérêt, si jamais il y avait une couverture de base publique, de pouvoir offrir un supplément pour les gens qui veulent s'assurer davantage. Alors, l'assurance autonomie est pour moi un élément clé qui pourrait provoquer ce changement sociétal. Et Mme Marois disait souvent que l'assurance autonomie, c'est comme les garderies il y a 30 ans. Les garderies ont provoqué un vrai changement au niveau de la société québécoise en permettant aux femmes de retourner sur le marché du travail et en permettant d'assurer aux enfants une équité et des services, nonobstant leur milieu socio-économique. Et ça a été un apport extrêmement important. Et Mme Marois voyait dans l'assurance autonomie ce qu'elle avait vu dans le programme des garderies, c'est-à-dire un autre changement important pour faire avancer la société québécoise. Et je pense qu'elle et moi et plusieurs personnes au sein du gouvernement et chez les groupes de personnes âgées ont été extrêmement déçus de voir que ce projet-là n'avait pas abouti. Et je pense que la crise actuelle pourrait faire revivre ce projet qui, à mon point de vue, est extrêmement important pour notre société.
On a vu d'autres gens sortir justement là, avec cette notion d'assurance soins de longue durée. Il y avait Philippe Voyer, professeur Philippe Voyer. Il y avait Michel Clerc aussi de la Commission Clerc, d'ailleurs qui faisait partie de certains travaux de la Commission Clerc qui avait inspiré certains aspects de l'assurance autonomie. Donc, c'est pas un projet qui est partisan ou politique. Là. Des fois, le monde n'aime pas ça, là, coller des étiquettes partisanes à des projets. C'est un projet qui va au-delà, je crois, de l'enjeu de la partisanerie. Oui, et puis moi, quand je me suis lancé en politique, bien sûr, il y avait le risque que le projet soit associé à un parti politique. Mais c'était un beau risque, pour reprendre une expression bien connue, parce que je ne voyais pas comment, en continuant mon travail d'influenceur et en participant, j'étais à la consultation publique sur les conditions de vie des aînés avec Mme Blais et Mme Goldblum. Et j'ai parcouru le Québec pour recueillir les opinions des personnes âgées et aussi des groupes d'intérêt. J'ai été sur des groupes de travail pour le plan d'action ministériel en 2005. Et donc, je ne voyais pas comment ce travail d'influenceur pouvait aboutir à la mise en place de cette assurance autonomie, de sorte que je me suis lancé en politique en disant, bien, si j'arrive à convaincre mon parti, ce qui n'a pas été évident, mais je les ai convaincus, et à convaincre mon gouvernement, et à travailler très fort. J'avais vu Mme Lise Payette et je lui avais demandé, parce que c'est elle qui avait porté l'assurance automobile, alors j'avais demandé à Mme Payette, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me dit, perds pas de temps. Alors, il faut que ça soit vraiment un projet sur lequel on met vitesse grand V pour qu'il aboutisse le plus rapidement possible comme un projet de loi, comme une loi adoptée et comme une implantation. Et effectivement, on n'a pas perdu de temps, mais c'est le temps qui nous a manqué quand même. Il aurait fallu 2 ans, je pense qu'on a eu 18 mois, il aurait fallu 2 ans pour être capable d'achever ce projet-là, surtout dans un contexte de gouvernement minoritaire. Si le gouvernement avait été majoritaire, ça aurait été plus rapide. Je pense qu'en 18 mois, on aurait réussi, mais dans un contexte de gouvernement minoritaire où tout est plus long, c'était le plus vite qu'on pouvait faire. Alors, il fallait donc investir en parti politique et évidemment, le projet a été comme coloré. C'était le projet du Parti québécois, malheureusement. Vous savez, j'ai eu des discussions avec M. Trudeau l'an dernier sur le même sujet. J'ai décidé même de me lancer en politique fédérale, toujours avec cette même impulsion. Et donc, bon, ça n'a pas marché, je n'ai pas été élu. Et même si j'avais été élu, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu procéder dans un contexte de gouvernement minoritaire. Mais enfin, tout ça pour vous dire que pour moi, la politique, ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen pour faire en sorte que la société québécoise et la société canadienne puissent avancer et répondre aux besoins de la population. Alors, bien sûr, j'avais une couleur politique au provincial. Au fédéral, j'en avais pas. Alors, pour moi, c'était pas un enjeu important, mais la politique est un levier extraordinaire, vous savez, pour faire avancer des projets de société. J'espère que maintenant, en retrouvant mon rôle d'influenceur, je pourrai un peu influencer le gouvernement pour qu'on puisse faire les actions nécessaires pour essayer qu'une catastrophe comme celle qu'on est en train de vivre ne se reproduise pas et qu'on puisse assurer aux personnes âgées un vieillissement convenable, adéquat, sécuritaire, avec les services dont ils ont besoin. Vous savez, les vieux qui sont à domicile actuellement, c'est pas une catastrophe aussi importante que celle qui habitent dans des milieux de vie collectifs, bien que je m'inquiète des gens qui sont à domicile et qui recevaient déjà pas beaucoup de services. Et là, depuis la COVID, ils en reçoivent moins parce que les infirmières et les auxiliaires de santé et de services sociaux du réseau ont été déviés vers les CHSLD et que les entreprises d'économie sociale ont réduit leurs activités de façon importante. Alors, moi, j'ai peur qu'il y ait des gens qui se ramassent à l'urgence en état de détérioration importante parce qu'ils n'ont pas reçu de service ou encore qui meurent à domicile dans le silence et l'indifférence. Et on le saura au sortir de la crise, là, les effets secondaires, les effets pervers
de cette crise-là chez les gens qui vivent à domicile, mais c'est des effets qu'on peut anticiper actuellement et qui ne font pas l'objet de beaucoup de bruit dans les médias, malheureusement. Ce qu'on a entendu beaucoup pendant la crise, c'était le manque criant de personnel et surtout dans les soins de longue durée. En quoi l'assurance autonomie pourrait aider justement à contrer ce manque de personnel? L'assurance autonomie fournit un financement supplémentaire et crée un marché. Un marché qui actuellement n'est pas là. Un marché pour les entreprises d'économie sociale, même un marché pour les entreprises privées qui actuellement sont dans ce marché-là, c'est-à-dire les résidences privées. Il y a quelques organisations privées de soins à domicile, mais on créait un marché avec des conditions pour ce marché-là. C'est-à-dire que lorsqu'on finance, lorsque c'est l'État qui finance, ben, on peut avoir des conditions attachées en termes de salaire, par exemple, et de conditions de travail. Et ce que l'État ne peut pas faire actuellement, elle n'est pas impliquée dans le privé, elle peut peut-être par décret fixer des conditions de travail à des préposés, mais en général, l'État ne fait pas ça. L'État le fait pour son réseau, mais pas pour le privé, alors que là, l'assurance autonomie, en fournissant un financement, pouvait intervenir dans les conditions de travail des entreprises d'économie sociale qui, malheureusement, sont obligées de payer leurs employés, leurs préposés au salaire minimum ou un peu plus. Alors, ils ne sont pas de taille. Avec même l'État, vous savez, les préposés dans les CHSLD publics gagnent plus cher que les préposés dans les entreprises d'économie sociale. Alors, c'est sûr que les gens vont commencer dans les entreprises d'économie sociale, puis ensuite vont aller dans le réseau public. Et donc, il y a une espèce de cannibalisation des ressources humaines qui se produit parce qu'on n'a pas un plan d'ensemble. Lorsqu'on a commencé à travailler sur l'assurance autonomie au ministère, on a mis en place un plan de ressources humaines, de main-d'œuvre, qui accompagnait l'assurance autonomie de sorte qu'on pouvait se préparer à ce qu'elle allait venir. Moi, je pense qu'au niveau des CHSLD, il y a aussi toute une réforme à faire. Je vous ai parlé de l'assurance autonomie qui est plus en amont pour les gens qui sont encore à domicile, mais on aura toujours besoin de CHSLD, de gens qui ont des pertes d'autonomie très importantes et qui ne peuvent pas rester à domicile et qui ont besoin d'un milieu quasi hospitalier, d'un milieu de soins. Alors, on aura toujours besoin des CHSLD, mais au lieu de laisser le privé se développer, ben, il faut que nos CHSLD publics puissent avoir les ressources nécessaires. Puis là, j'ai parlé des préposés, mais il y a aussi les infirmières et les médecins. Vous savez, quand on a presque obligé les omnipraticiens au Québec à augmenter le nombre de patients qui suivaient, mais il y a beaucoup de médecins qui étaient en CHSLD et qui ont été obligés de s'en aller faire de la pratique de bureau. Alors, ça a laissé les CHSLD avec très peu de personnel médical. La même chose pour les infirmières. On les a drainés vers l'hôpital. Alors, il faut que les CHSLD retrouvent une gestion un peu indépendante des autres établissements du réseau et une gestion qui est locale. Hein? Il faut qu'il y ait quelqu'un de responsable dans les CHSLD. Un directeur des soins infirmiers qui soit responsable de ce CHSLD-là, puis qui est capable de voir venir les crises, qui est capable d'adapter les services à la population qu'il dessert. Actuellement, les CHSLD, là, ils sont noyés dans un très gros établissement qui peut avoir une centaine de CHSLD. Alors, la personne qui est responsable de la gestion des CHSLD, là, elle n'est pas au courant de ce qui se passe dans un des 100 CHSLD dont elle s'occupe. Vous voyez qu'on a perdu, avec la dernière réforme de 2015, cette gestion locale qui est extrêmement importante pour être capable de répondre aux besoins de ses clients, puis être capable aussi de voir venir les crises. Et troisièmement, ce qui est extrêmement important, que les employés se sentent partie prenante de la culture de l'établissement. Hein, qu'on n'ait pas des employés qui soient sur des équipes volantes, qui font 2, 3, 4, 5 CHSLD et qui, en plus de colporter des infections dans le cas qui nous occupe, font en sorte qu'ils n'ont pas d'attachement à leur établissement. Ce qu'on voyait dans les CHSLD lorsqu'il y avait une gestion locale, c'est un attachement très profond une connaissance de la clientèle aussi, de façon spécifique. Et un attachement aux personnes, un attachement aux familles. Il y avait
un lien qui était extrêmement étroit entre le personnel et les usagers et leurs familles. Alors, ça, c'est perdu. Et dans cette espèce de mythe de l'efficacité par des gros ensembles, ben, on a oublié que lorsqu'on s'occupe de personnes, lorsqu'on s'occupe d'humains, surtout d'humains vulnérables, on a besoin de l'humain. Et ça s'est perdu dans nos 2 réformes successives du système de santé et de services sociaux. Et ça donne des résultats qu'on voit là, des gens qui sont plus engagés, qui sont plus passionnés, qui ont plus d'attachement à l'institution et qui, à la moindre crise, vont préférer rester chez eux que de prendre le risque de tomber malade. Et vous voyez que ces effets-là sont dus à des réformes qui avaient pour but d'augmenter, soi-disant, l'efficacité du système de santé et de services sociaux au Québec. Et en dépit de tous les avis scientifiques qui avaient été fournis, qui montraient que dans les autres pays où ça s'est fait, ça ne s'est pas avéré, le gouvernement précédent l'a fait. Le ministre Barrette l'a fait, sa réforme, envers et contre tous les avis scientifiques qui avaient été formulés, parce que dans d'autres pays, ça s'était fait et on avait vu ces effets pervers. Alors, je ne dis pas de refaire une autre réforme. Là, les gens dans le réseau, là, ils en ont ras-le-bol des réformes de structure, mais je pense qu'on pourrait très bien, à l'intérieur de ces grosses structures-là, avoir une décentralisation et retrouver une gestion locale des établissements comme les CLSC, comme les CHSLD, qui sont des établissements près de la population et qui ont une responsabilité communautaire. Alors, je pense qu'il est possible, dans le contexte de gouvernance actuelle des CIS et des CIUS, de pouvoir retrouver cette gestion locale qui est absolument fondamentale pour répondre aux besoins des populations. Est-ce que tu as espoir que le gouvernement actuel ouvre la porte à un projet qui fait un virage vers les soins à domicile, sachant que la promesse de base, là, le cheval de bataille du gouvernement actuel, c'est les maisons des aînés. C'est plus d'1,5 milliard de dollars sur du béton. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que de répondre à la crise actuelle en disant on va changer la couleur de la peinture ou on va changer la grandeur des chambres ou l'aménagement, l'arrangement des chambres, moi, je pense qu'on n'a pas compris. Et d'offrir une autre solution institutionnelle, on n'a pas compris non plus. Ce n'est pas d'une autre institution dont on a besoin. Bien sûr, on a besoin de réformer l'institution que sont les CHSLD. Aucun doute là-dessus. Mais de créer une autre type d'institution dont on ne sait pas vraiment la mission. Est-ce que ce sera des CHSLD? Pas vraiment, je ne pense pas. Est-ce que ce sera des ressources intermédiaires? On ne sait pas trop. Donc, de créer cette nouvelle institution-là dont on ne connaît pas la mission, moi, je ne pense pas que c'est la bonne réponse. Je pense que les CHSLD qui ont besoin de rénovation, pour reprendre l'expression de Valérie Plante, qui ont besoin d'amour, il y a donc un effort important à faire pour rénover les CHSLD, faire disparaître les chambres multiples. Dans les CHSLD, il y en a encore beaucoup. Donc, si on rénovait les CHSLD actuels, si on les dotait mieux en termes de personnel infirmier ou de personnel de soutien, si on améliorait les conditions de travail, je pense qu'on aurait réglé cette partie institutionnelle. Les projections qu'on avait faites au moment de l'élaboration de notre projet d'assurance autonomie montraient qu'avec le nombre de lits de CHSLD dont disposait le Québec en 2013, on était capable de faire face au vieillissement de la population si on implantait l'assurance autonomie et que le soutien à domicile permettait aux gens de vivre plus longtemps à la maison. Alors, on avait assez de CHSLD, il suffisait de les rénover et de mieux les doter en termes de ressources, mais on était capable d'y arriver sans ajouter de l'argent dans le béton. Et ça nous faisait sauver presque 1,5 milliard de dollars à terme en 2027, parce que les projections allaient jusque-là. Donc, ça nous faisait sauver de l'argent qu'on pouvait investir plutôt dans les services à domicile et dans l'assurance autonomie. Alors, nul doute, pour répondre à votre question, qu'il faut rénover les CHSLD et surtout améliorer leur fonctionnement et surtout leur financement, mais il faut aussi investir dans les soins à domicile et ce n'est pas les maisons des aînés
qui vont être un pas dans la bonne direction, malheureusement. Et moi, je me demandais, on a vu une collaboration entre les différents partis politiques, entre autres comme pour l'aide médicale à mourir. Est-ce que vous pensez que quand on va faire le post-mortem de tout ce qui s'est passé, est-ce que ce serait un sujet qui pourrait se prêter justement à une collaboration à travers les différents partis, le sort réservé aux aînés et comment on peut améliorer leurs conditions? Ben, je l'espère. J'espère que les partis politiques qu'on a actuellement n'étaient pas les mêmes qui étaient présents même en 2012, 2013, 2014. On a une nouvelle chef du Parti libéral. Il y aura un nouveau chef du Parti québécois. Il y a la CAQ qui est maintenant en place, Québec solidaire, qui a plus d'importance qu'elle en avait à cette époque-là. Moi, je le souhaite. Je souhaite qu'on ne fasse pas de petite politique avec ça. Et au moment où on a développé le projet d'assurance autonomie, je peux vous dire que les partis d'opposition, surtout l'opposition officielle, qui étaient les libéraux, faisaient de la petite politique avec ça. Et je trouve ça malheureux, je trouve ça dommage. J'ai toujours trouvé ça dommage qu'on fasse ce genre de petite politique parce que c'est pas la conception que je me fais de la politique. La politique, c'est d'être capable de répondre aux besoins d'une société en suivant une idéologie, en suivant des valeurs qui sont propres aux partis politiques. Je n'ai rien contre les idéologies plus conservatrices ou libérales, mais je pense qu'autour d'un projet de société comme celui-là, vous savez, je pense qu'on peut rassembler autour de ce projet-là plusieurs idéologies pour avoir un objectif d'amélioration de la qualité de vie de nos aînés. Bien, j'aime le mot idéologie parce que je pense que ça va en opposition avec performance que vous avez dit tout à l'heure quand on a parlé de la réforme antérieure. Mais si c'était basé sur une idéologie au cœur de laquelle serait la personne âgée, je pense que déjà, on aurait plus de chances d'avoir un projet porteur. Oui, parce que moi j'entendais par idéologie, les idéologies politiques, là, les conservateurs, mais autour d'un objectif qui est de rendre de meilleurs services, je pense que ces idéologies-là peuvent concourir, comme ce fut le cas pour l'aide médicale à mourir. Vous savez, c'est quand même étonnant que des gens plus conservateurs aient contribué à mettre en place une réforme importante au niveau sociétal qui est l'aide médicale à mourir. C'est quand même assez fascinant de voir que ce projet-là, qui aurait pu susciter une réaction des milieux plus conservateurs, en fait, a recueilli l'adhésion de l'ensemble des élus à l'Assemblée nationale, alors, et même au niveau fédéral. Alors, il y a des projets comme ça qui transcendent les idéologies politiques et ça serait intéressant que les services aux personnes âgées puissent être de ceux-là. Bien, je lisais justement récemment Mme Véronique Yvon qui disait qu'on a eu un consensus pour mourir dans la dignité, mais on n'a pas été encore capable de faire quelque chose pour vivre dans la dignité. Ouais. Puis à la REC, avec d'autres associations aussi de personnes aînées, on réclame des états généraux sur le vieillissement, dans le fond, sur les soins aux aînés, et les soins à domicile et l'hébergement, mais dans un sens plus large aussi, là, comme tu disais, la place de l'aîné dans la cité, lutte contre l'âgisme. On le voit depuis le début de la pandémie, ça l'a exacerbé aussi une forme d'âgisme. Le envoyer à la maison, ça a fait mal un peu, ça. Il y a beaucoup de nos membres, beaucoup de personnes aînées qui sont sorties dans les rues et qui se sont senties là, comme des pestiférés. Penses-tu qu'on a reculé un peu là-dessus, comme société? Ben, il y avait là-dessus, écoutez, il y avait une épidémie là, qui touchait davantage les personnes âgées. Et moi, je pense que la décision de la santé publique a été la bonne parce qu'on avait un devoir de protection de personnes qui étaient vulnérables, pas nécessairement juste pour elles-mêmes, mais surtout pour les autres autour. Je veux dire, une personne âgée peut dire, ben, moi, écoutez, j'ai 80, 85 et ça ne me fait pas peur de mourir. C'est pas ça l'argument. L'argument, c'est de dire, ben, est-ce que ça ne te fait pas peur de répandre, de propager cette infection-là à des gens qui, eux autres, ont peut-être envie de continuer à vivre? Et c'est ce risque de transmission-là qui a été à l'origine de la décision de la santé publique. Bon, bien sûr, des gens se sont sentis stigmatisés, mais à un moment donné, il faut qu'une société soit capable de protéger ces personnes vulnérables. Et je pense que, et c'est parfois envers et contre elles-mêmes.
Moi, je n'ai pas réagi à cette directive de la santé publique parce que je la croyais fondée et je la crois encore fondée, bien que maintenant on peut dans une perspective de déconfinement, là, alléger tout ceci. Mais je pense que c'était fondé. Et si ça a pu réveiller les gens en disant, c'est peut-être un exemple d'agisme, oui, OK. Alors, si ça peut vous réveiller, si ça peut être un wake-up call, comme disait l'autre, je pense que ça leur a eu ça de bon. Et moi, je vois d'un très bon œil que les groupes, les regroupements, les organismes de personnes âgées, les syndicats, les partis politiques reprennent la balle au bond et puissent faire avancer la société. Bon, est-ce que les États généraux, c'est la bonne façon? J'en sais rien. Vous savez, je suis un peu cynique par rapport aux commissions, consultations qui servent bien souvent les gouvernements à mettre le couvercle sur la marmite et à laisser passer les crises. Moi, je serais plus favorable à des actions. Je pense qu'on les a, les solutions. Il s'agit de les mettre en place et de faire en sorte qu'on puisse rapidement faire les modifications qu'il faut. J'ai peur qu'une commission ou les États généraux ne soient qu'un éteignoir pour être capable de passer la crise jusqu'aux prochaines élections. Vous savez, je dis souvent à mes étudiants, qu'est-ce que fait un gouvernement lorsqu'il est embêté avec une question? Il fait une commission parlementaire ou une commission. Ça lui permet de gagner du temps. Et c'est ce qu'on a fait tout le temps au Québec et au Canada. Et dans les autres pays, c'est pareil. Alors, je suis un peu plus réservé par rapport à ces moyens qui, pour moi, pourraient être une façon de noyer le poisson. Ça a été très instructif, puis on va souhaiter que le post-mortem de tout ça nous amène vers des changements. Puis ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a plein de gens très compétents qui avaient déjà pensé à tout ça, puis qu'il y a plein de choses intéressantes qui ont été rédigées, puis qu'il resterait juste à les dépoussiérer un peu, ressortir ça pour aller vers des changements. Oui, puis j'ai rien inventé. Hein? Michel Clerc et sa commission avaient proposé ceci il y a 20 ans. Alors, les Japonais l'ont mis en place depuis 20 ans, les Français aussi, les Allemands, la plupart des pays d'Europe continentale. Dernièrement, il y a eu la Corée du Sud et la Belgique qui s'est joint à ce groupe de pays qui ont implanté des assurances publiques de soins de longue durée. Alors, je pense qu'au Québec, on est mûr. Et ce n'est pas une idée révolutionnaire, c'est une idée qui doit être faite, doit être mise en application pour faire évoluer la société. Et j'espère que cette bonne idée-là va se répandre comme le virus de la COVID. Ça va devenir viral, oui. Parfait. Merci beaucoup, Dr. Hébert. Merci beaucoup, Dr. Hébert. C'était très pertinent. Au revoir. On va à la pause et on se revoit tout de suite après. Alors, c'est déjà tout pour notre émission d'aujourd'hui. Merci, Samuel. Merci, Louis. J'espère que le monde a apprécié notre émission d'aujourd'hui. Ça a été super intéressant d'avoir un invité comme le Dr. Hébert. Je pense que ça nous aide à avoir un éclairage sur toute cette catastrophe qui se passe en ce moment et en souhaitant que ça va nous orienter vers de nouvelles solutions durables pour un vieillissement heureux et en santé de nos amis. Oui, pour vivre dans la dignité finalement. Oui, tout à fait. Alors, merci, bonne semaine. Merci, bonne semaine. On se retrouve bientôt. Au revoir tout le monde.